le clan Kabila doit être attaqué. Je suis d'accord que le clan Kabila soit attaqué. Attaquer, dire que attention, Kabila n'est pas de nationalité congolaise. Non, c'est ça le débat. Attention, le clan Kabila doit être attaqué. Pas par la police ni par l'armée, mais par la justice. Mais c'est que je ne tolérerai jamais qu'on s'attaque aux familles de politiciens. Ça, c'est une mauvaise pratique. Vous savez, on va y arriver. L'avantage avec Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi, sa femme n'est pas congolaise. C'est ça son avantage. À la fin de son mandat, elle va prendre tout ce qu'elle a, elle va rentrer en Belgique. Voyez-vous? Mais même en Belgique, on peut la poursuivre aussi. Hein? N'oubliez pas que nous avons fait des émissions avec vous ici. Et vous savez comment ces gens-là se sont comportés. Mais je tiens à vous certifier, elle est agent public de l'État. Non, ne revenez pas c'est juste un rappel. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le Wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou les deuils avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politicon, la force du détail, le canal indispensable pour rester informé, développer votre pensée critique et participer activement aux discussions qui animent notre société. Sous la pluie comme sous la chaleur, nous répondons bien présent à ce rendez-vous car nous estimons que vous méritez mieux. Merci de votre attention et nous pensons que vous serez des milliers à regarder ce nouveau numéro qui est attendu dans tous les salons politiques. Oui, nous avons reçu vos messages depuis le développement de l'actualité. Beaucoup nous ont écrit pour savoir à quand la prochaine édition. Eh bien, nous y voilà pour vous servir comme on sait bien le faire, avec des invités aussi indispensables que pertinents, qui défilent jour après jour sur ce plateau pour être soumis à cet exercice quelque peu difficile. Mais parmi eux, il y en a ceux-là qui s'en sortent aussi facilement grâce à leur verve oratoire, à leur sens critique et à leur culture générale. Allez, merci.
de votre confiance. Nous allons, une fois de plus, essayer d'éplucher tout le grand sujet d'actualité. Nous allons nous intéresser à la question sécuritaire dans l'est du pays. Vous savez que notre pays fait face à une crise sécuritaire sans précédent, des territoires entiers qui continuent à passer sous contrôle de l'ennemi. Au cours de ce numéro, nous allons nous poser la question de savoir le lourd tribut que nous perdons avec cette guerre d'agression et aussi les conséquences ou les implications sur le plan socio-économique avec un invité niveau XXL qui a accepté de répondre à notre invitation. Nous allons également parler du processus de paix avec le nouveau médiateur qui est entré en lice en la personne d'Eyadema. Nous allons nous poser la question sur son rôle et son rôle dans cette crise. Est-ce que sera-t-il à la hauteur de la médiation par rapport à la crise qui est devenue presque, en tout cas, difficile? Aussi, nous allons parler de l'actualité. C'est aussi la perquisition de la résidence de l'Est Fils Lady, Maman Olive, sur 18e rue, de militaires qui ont pénétré dans cette résidence sans avoir mandat. Et nous allons largement revenir sur ça. Ça fait polémique, bien évidemment. Le meilleur info, c'est sur votre chaîne Politikon RDC. Sur ce plateau, pour en parler, on a l'immense plaisir de recevoir Alain Bolodjoa, qui répond, comme d'habitude, à nos multiples invitations. Un partenaire aussi important pour Politikon. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Des salutations à tout le monde. Allez, la dernière mission a surquillé. Beaucoup de messages, notamment sur votre tout dernier ouvrage. Les gens me posent la question, mais on les connaît pertinents, on les connaît tatillons, mais c'est la première fois qu'on l'entend s'exprimer sur des questions de fond. Mais pourquoi Bolodjoa n'écrit pas de temps en temps? Est-ce que vous n'avez pas suffisamment fait le travail sur un travail de communication suffisant sur l'ouvrage que vous aviez publié il y a 2 ou 3 ans? Bon, merci en tout cas pour l'intérêt que vous avez manifesté. Nous avons eu à communiquer il y a bien longtemps. Parce que déjà au départ, j'ai fini à écrire le premier livre, c'était au mois de mars 2012. Il s'est fait que la première maison d'édition était en essai. Ils voulaient justement essayer comment étudier le marché congolais. Ils ont pu quand même produire physiquement mon livre. Et cela a coïncidé avec la mort ou le décès de ma fille aînée, pour qui d'ailleurs nous allons poser la pierre tombale en sa mémoire le 22. Et je m'étais décidé de ne pas vendre les livres parce qu'elle avait participé, elle avait contribué de manière substantielle. Comment ça? Vous savez, quand j'écrivais les livres, j'avais 4 enfants. Et sur les 4, ce sont eux qui me servaient en papier, en stylo. Ce sont eux qui m'accompagnaient dans la saisie. Voyez-vous, ce sont eux qui chargeaient l'ordinateur. Ce sont eux qui allumaient 2 fois de bougies ou de torches. Et donc, on a fait ça en famille. Alors, je n'avais pas le courage de vendre. Mais j'avais quand même commencé à communiquer. Et le premier journaliste qui m'avait reçu à l'époque, c'était Papa Jean-Marc. Il est de l'église, comment on l'appelle, le Messager. Les Messagers. Le pasteur Baouti. Ouais. Voilà. C'est lui, et c'est lui qui était chargé de la chaîne RTVA. C'est lui qui m'accompagnait. On a eu à faire, là où je résidais à l'époque, on a eu à faire des émissions avec lui. J'ai eu à parler de ça. J'ai eu à participer dans certaines conférences, que ce soit au niveau national, au niveau international. N'oubliez pas que j'ai eu à participer à une conférence, à un forum qui était organisé par UNESCO en France.
J'ai fait des émissions avec Rui Mawizo. J'ai eu à faire beaucoup d'émissions. Mais fort malheureusement, je me suis rendu compte que pendant que nous parlions de mon livre, il y avait, les gens étaient plus focus sur la situation sécuritaire, la situation de guerre. Et vous, j'ai tenté de leur faire voir qu'il y avait une implication ou sinon, il y avait un côté écologique et un côté écologique dans la situation de la guerre. Parce que quand vous parlez, par exemple, de coltan, du cuivre, ce sont des matières qui faciliteront ou qui facilitent la transition énergétique. J'ai eu à parler de ça et j'ai pu quand même vendre. J'ai pu quand même vendre beaucoup de livres. En tout cas, je remercie ceux qui avaient acheté pour la première publication et la seconde. J'ai pu vendre près de 2000 livres. 2000 exemplaires. 2000 exemplaires. Et le fait seulement que je m'étais décidé de donner 40%, c'est ce qui m'avait permis de mener des actions pour les enfants qui étaient malades. J'ai eu à faire de dons aux pygmées, justement parce que c'était ça, en fait, la vocation de ma fille aînée. Okay. Donc, je voulais, en compensation, parce que sa part ne pouvait pas être utilisée pour la famille, j'ai préféré déverser ça. Il y a des gens qui m'ont soutenu, nous avons mené beaucoup d'actions. On a fait des dons des bancs, on a donné les kits scolaires, on a eu à soutenir les veuves, les orphelins, on a eu à mener beaucoup d'actions. Mais depuis que nous sommes allés vers Harmattan, je sens que la vente n'est pas comme on le souhaitait, mais c'était quand même assez bien. Assez bien. Allez, merci beaucoup, Alain Bolodjoa. En mémoire de votre fille aînée ici, nous lui disons requiescat in pace, comme disent bien les latinistes. Et je rappelle le programme de la pose de la pierre tombale qui va intervenir ce 22 avril. Allez, on vous a fait inviter pour parler d'un sujet capital, les implications socio-économiques de la guerre dans notre pays. Qu'est-ce que nous perdons et qu'est-ce que nous gagnons avec cette guerre d'agression qui nous est imposée. Mais bien avant ça, nous allons d'abord prendre l'évolution de la situation sur terrain. Aujourd'hui, on parle du Doha et en même temps du processus de paix de Luanda dont le nouveau médiateur a été désigné par l'Union africaine. Votre lecture par rapport à ça? Bon, je pense humblement que la question étant transversale, toutes les voies sont à prendre. C'est-à-dire que nous pouvons prendre le risque de faire confiance à tous ceux qui prennent des initiatives dans ce sens. Mais apparemment, il y a une donne qui nous échappe. Déjà, par principe, je me dis, entre la paix et la dignité, moi, j'ai choisi la dignité. Nous devons d'abord commencer par là. On veut la paix à n'importe quel prix où il y a des lignes à ne pas franchir. Parce que quand vous suivez la tendance, les gens veulent avoir une paix, même si ça sera une paix factice. L'essentiel pour eux, qu'il y ait la paix. Et comment définissent-ils la paix? C'est-à-dire la cessation du crépitement de balles. Ça, ce n'est pas la paix. La vraie paix, c'est penser les plaies qui ont mis en mal la fibre sociale. Si on s'hasardait à trouver des solutions politiques sans tenir compte de réalités sociologiques, culturelles, économiques et ainsi de suite, on va taper à côté. On va reporter la crise. Ça ne sera pas une solution en soi. Ça ne sera pas une paix. Je vous donne juste des éléments. Allez-y. Au niveau international, on met plus un focus sur l'aspect sous-régional et militaire. On voudrait assez qu'au niveau de la sous-région, que notre pays négocie ou dialogue avec les parties prenantes, notamment le Rwanda. Là, c'est dans l'aspect politique et diplomatique. Mais attention, sur cette question-là, les revendications du Rwanda ne peuvent pas être acceptées pour nous, les souverainistes. Si nous cédons aux caprices du Rwanda, c'est fini.
nous ouvrons une brèche pour tous les autres pays voisins. Et nous pensons que c'est une question sensible. Parce que nous ne pouvons pas répondre aux caprices du Rwanda. Voilà pourquoi nous insistons sur la nécessité de la guerre, pour que nous changions le rapport de force. Par rapport au Rwanda, on voudrait assez que nous n'initions plus jamais des débats sur la responsabilité du Rwanda. C'est ce que le Rwanda nous demande. C'est-à-dire qu'on doit oublier le 8 millions de morts, qu'on fasse semblant comme si de rien n'était. Moi, je pense qu'il n'y a pas de paix sans justice. On doit responsabiliser tous ceux qui ont eu à tuer nos frères chez nous. Parce que s'il n'y a pas de justice, il y aura toujours de frustration et la guerre va continuer. Ce que je vous dis, c'est ce que moi je pense. Parce que moi, président de la République, je vais venger les sangs de Congolais. Ça, je peux vous rassurer, je ferai la guerre. Si la communauté internationale veut nous aider à ne pas aller dans cet angle, il faudrait qu'on fasse justice à toutes les victimes de la guerre, directes et indirectes. Parce que s'il n'y a pas réparation, il n'y aura pas de paix. Parce que nous sommes frustrés, nous sommes humiliés. Vous n'allez pas nous demander d'oublier. On ne va pas oublier. Je ne vais pas oublier la photo de cette grand-mère qui a fait plusieurs kilomètres à pied et après on nous a présenté un corps sans vie. Elle a été enterrée en cours de route. Pensez-vous que vous allez enlever ça dans mon esprit? Pensez-vous qu'on va enlever dans nos esprits ces enfants qui sont restés seuls, sans parents, où la maman était déjà décédée, mais l'enfant continuait à croire que sa maman pouvait le protéger? Pensez-vous que cette image va quitter nos esprits? Donc vous parlez de la guerre sur tout le front, même sur le front judiciaire. En tout cas, sans justice. Il y a des Congolais qui sont impliqués dans cette guerre. Et alors? Quel sort réservé à ces gens-là? J'en viens. Quand le moment viendra peut-être d'enterrer l'âge des guerres. Non, l'âge des guerres entre nous, de parler politiciens. Réconciliation, on devra en même temps abandonner le poursuite judiciaire. Non, ou voilà pourquoi la j'ai dit de mort prise contre ces gens-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord, même si tout le monde va opter pour cette option, moi je ne suis pas d'accord. Et je l'ai dit ici et je m'assume. Parce que je sais qu'il y a des implications, il y a des conséquences. En international, si vous dites qu'il faut que l'on rende justice aux Congolais, les gens pensent que vous êtes en guerre, on va vous considérer comme un extrémiste. Je parle ici de mon identité. Je n'ai pas besoin d'avoir l'avis de X ou Y. C'est ce que moi je pense. On doit rendre justice aux Congolais qui ont été fauchés. Sur le plan interne, effectivement, il y a l'implication de certains Congolais. Voyez-vous? Il y a l'implication de certains Congolais, il y a de ceux qui bénéficient directement de la guerre, il y a de ceux-là qui bénéficient indirectement, et il y a d'autres qui veulent bénéficier de la situation. Nous pensons que ce soit au niveau interne qu'au niveau international, on doit disgracier tous ceux qui ont pris des armes. Parce qu'apparemment, nous accordons un chèque en blanc à tous ces criminels. Voyez-vous? Et ils ont tendance à récidiver justement parce que nous cautionnons. Est-ce que ça ne sera pas rédhibitoire? Parce que là, la vraie question, c'est leurs revendications. Non, mais les revendications... Ils posent un problème de gouvernance qui a déçu certains parmi eux qui ont décidé d'opter pour cette voie-là. Oui. Alors, comment on va tenir ou faire face à cette problématique? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, la question étant transversale, on ne doit pas seulement condamner ceux qui ont pris des armes contre l'État, mais aussi ceux qui ont créé les conditions pour que les autres prennent les armes contre l'État. Voyez-vous? Parce que ce qui est vrai, l'État a été créé justement pour solutionner certains problèmes. Vous créez des conditions de frustration, vous donnez le moyen de résurgence d'un groupe militaire qui était défait. Ne pensez pas que vous serez impuni, vous serez dédouané de votre responsabilité. Chacun doit être comptable de ce qu'il a fait. Il faudrait qu'il y ait justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, les gens auront tendance, ça sera une sorte de fertilisant à la crise. Je vous donne juste des cas. Thomas Lubanga, Germain Katanga.
C'était des criminels. Ils ont été arrêtés par l'État, déférés devant leur juge, la CPI, jugés, condamnés. Ils ont commencé à purger leur peine. À partir de là, ils ont été renvoyés ici pour continuer. Peut-être que vous serez surpris, ils étaient ici en prison. Ils ont été libérés. Ils ont fini par être libérés. Ils ont été libérés. Mais après, ils ont été nommés à la présidence par Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ils refont la même chose. Justement parce qu'il y a une forme de naïveté qui a pris en otage l'essentiel des Congolais. Aujourd'hui, on peut plébisciter Jean-Pierre Bemba comme un libérateur. Mais il a occasionné des morts. Jusqu'aujourd'hui, aucun dossier contre tous ceux qui ont pris des armes. Tous ont été amnistiés. Voyez-vous? C'est-à-dire que si nous restons dans cette logique, comprenant les enjeux, les gens auront tendance à prendre les armes, voyez-vous, à tuer des Congolais. Plus ils tuent, plus ils ont la capacité de négocier. Et au finish, on leur accorde l'amnistie. C'est-à-dire, les victimes de cette guerre-là n'ont pas de justice. Est-ce que votre approche reste réalisable ou atteignable dans la mesure où, lorsque les régimes changent, tout change? Et non, mais comment intérioriser cela ou rendre cela efficace? On sait que toute personne qui a pris les armes contre son pays, même après 2 ou 3 régimes, ils doivent subir le sort de ne plus appartenir peut-être à cette classe aristocratique. Non, le problème c'est que quelqu'un m'a dit, il m'a traité d'idéaliste. C'est l'impression que vous j'ai une vision platonique. Avec cette approche. Non, mais attention, ne donnez pas l'impression comme si dans ce monde, on n'a jamais connu ça. Ceux qui ont travaillé avec Hitler ont été repris dans quelle administration? Il y a des gens qui ont été sanctionnés. On doit arriver à imprimer ça. Pour que cela soit matérialisé, il faut qu'il y ait l'implication de la population. En quoi faisons? Tout celui qui prend des armes ne peut plus faire la politique, ne peut pas être élu. Par exemple, tout celui qui a pris les armes, eux qui auraient détourné l'argent de l'armée pendant la période de guerre, ne peut plus assumer de fonctions dans l'administration. Par exemple. Et après, on va initier des tribunaux spéciaux, justement pour juger ces genres de cas, pour réparer le préjudice causé. Parce que j'ai rencontré des gens dont toutes les familles ont été décimées, tuées. C'est-à-dire des gens qui ont tout perdu. Et ce qui est surprenant, ils regardent la télé et ils trouvent les gens qui ont tué leurs frères et sœurs ont été plébiscités comme le meilleur d'entre les citoyens. Ils ont été nommés au rang de ministre d'État, vice-président, vice-premier ministre, et ainsi de suite. Vous savez ce que vous créez dans le chef de ceux qui ont été victimes? Nous devons arrêter ça. Parce que si nous n'arrivons pas à stopper cette hémorragie, on va légitimer leur action. Et donc, comment rendre cela possible aller dans le contexte congolais où les acteurs politiques sont beaucoup plus souvent dans une sorte de règlement de compte? Ôte-toi de là que je me mette. Lorsqu'un régime tombe, on recommence à zéro. Et la justice qui reste un maillon faible, comment nous allons tenir ça? Moi, je pense que cette vision fataliste que d'aucuns développent peut être stoppée. C'est fataliste? Effectivement, parce que apparemment, le Congo est condamné à vivre dans la médiocrité, dans l'impunité, dans l'injustice. Vous savez, je pense que la grande responsabilité incombe à la population. Déjà, si la population arrivait à imposer la démocratie au sein des partis politiques, certains partis disparaîtront. Voyez-vous? Deuxièmement, si on organisait de bonnes élections, certains, comment je peux les appeler, certains résidus politiques ne seraient pas élus. Ne seront jamais élus. S'ils ne seront pas élus, ils seront écartés. Voyez-vous? Parce que les seigneurs de guerre chez nous sont considérés comme de grands.
Alors que ce sont des assassins en réalité. On prend les armes pour renverser le pouvoir, on tue les gens et à la fin, il y a des négociations. Et suite aux négociations, ils intègrent la gouvernance avec la personne que eux avaient donné l'impression de combattre. Ceux qui ont pris des armes contre Kabila ont travaillé avec lui. Mais la population qui en était victime n'a pas bénéficié de quoi que ce soit. Et en plus de ça, ils ont détourné comme lui. Ils ont posé le même acte comme lui. Aujourd'hui, ils ont basculé dans l'opposition. Ils ont rejoint Félix Tshisekedi avec le même réflexe. Je vous donne juste une démonstration magistrale. Jean-Pierre Bemba prend les armes pour renverser le pouvoir de Kabila, avec l'accompagnement bien sûr de l'Ouganda. Était-il arrivé à renverser Kabila? Il dit l'avoir fait pour sauver le pays de la dictature. Oui, c'est-à-dire pour sauver le pays de la dictature de Kabila, apparemment nous l'avons connu. Mais lorsque l'État, parce que là c'était pour renverser l'ordre politique, mais lorsque l'État l'a confié la mission de le faire légalement, est-il arrivé à faire ça contre les M23? Voyez-vous, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont du vent. J'ai pris des armes pour renverser l'ordre politique de Kabila. Oui, on applaudit, certains ont applaudi. Mais quand l'État, lui, se décide de faire de vous les défenseurs de ce que vous avez combattu hier, il a été incapable de le faire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vous vont du vent. Ce sont les résidus de la société qui prennent des armes contre l'État, mais qui sont incapables, quand ils arrivent en fonction, de résoudre le problème qu'eux-mêmes avaient combattu. Vous pouvez me donner une grande réalisation de Jean-Pierre Bemba? Il n'y en a pas. Roger Lumbala, il n'y en a pas. Azarias Rubewa, il n'y en a pas. Mboussa Nyamwisi, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ils vont nous amener comme ça. Alors, pour stopper, nous pensons que la meilleure des choses, il faut qu'il y ait la démocratie à la base. Que la population soit la détentrice du pouvoir. En quoi faisant? En enclenchant l'article 64. Quelle est votre interprétation, justement, c'est là que j'allais citer, de l'article 64? Parce qu'ici, il est interprété à tort et à travers. Et lorsque il y a un camp ou un pouvoir qui dirige par défi ou qui s'illustre par des attitudes liberticides, il faut stopper un tel pouvoir. Alors, quelle est votre interprétation? Et en ce moment-là, comment faire jonction avec l'article 64 de la Constitution? Bon, la Constitution, déjà, ceux qui la respectent savent que l'interprétation est la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Un politicien ne peut pas interpréter la Constitution, mais un politicien peut commenter les dispositions constitutionnelles. Voyez-vous? Alors, nous lisons la Constitution. La Constitution dit ceci dans son article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est le premier alinéa. Deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du pouvoir du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Cela veut dire quoi? Tout Congolais, groupe de Congolais, peuvent faire échec à tout celui qui veut avoir le pouvoir en violation de la Constitution. Ou qui l'exerce. D'abord par la force, c'est une violation de la Constitution. Et qu'il exerce en violation de la Constitution. Qu'est-ce qui est dit là? C'est-à-dire un Congolais ou groupe de Congolais. Mais attention, nulle part on a dit qu'il faut s'attaquer au peuple. Parce que c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Vous devez vous attaquer à ceux qui prennent le pouvoir par la force. Mais qu'est-ce que nous constatons? Chaque fois quand il y a des rébellions chez nous, les premières victimes c'est la population. C'est là où ça pose problème. Si vous vous attaquez à ceux qui ont pris le pouvoir par la force, c'est bon. Mais si vous vous attaquez à la population, là, votre combat ne peut pas se justifier.
Votre comment ne peut pas se justifier. C'est-à-dire que la population reste au centre. Parce qu'on suppose que ceux qui s'élèvent contre le régime, le pouvoir qui est pris par la force et qui est exercé en violation de la Constitution, ne doivent pas s'acharner contre le peuple, mais plutôt contre le détenteur illicite du pouvoir. Et à l'alinéa 2, on dit qu'il est interdit de prendre le pouvoir ou de renverser un pouvoir légalement établi. Non. Attention, ne faites pas l'interprétation. Qu'est-ce que la loi dit? Ça, c'est l'interprétation des Kabouilles et les autres. La Constitution dit ceci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel. C'est quoi les régimes? Alors, le régime qui est établi légalement ou démocratiquement. Oui. À ce régime-là, on ne peut pas résister ou vouloir faire échec. Non, mais effectivement. Mais c'est quoi les régimes? C'est quoi les régimes constitutionnels? Ne confondez pas Félix Séké et sa bande au régime. Ce n'est pas ça les régimes. Le régime, c'est l'organisation du pouvoir dans l'État. Comment le pouvoir est-il fractionné dans l'État? C'est-à-dire basculer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, c'est ce qui est interdit. Élargir, réduire les compétences de province, c'est ce qui est dit. Parce que cette matière-là est renvoyée aux dispositions de l'article 220. Le régime n'est pas à confondre avec... Parce que généralement, dans notre langage, lorsque nous parlons régime, on parle régime Kabila. Non, il n'y a pas de régime Kabila. Le régime est constitutionnel. Mais peut-être l'exercice du pouvoir, c'est fait par rapport à Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de régime Félix Tshisekedi. Parce qu'il entre, il trouve un président, un premier ministre. Lui n'a pas apporté le régime. Le régime est constitutionnel. Par exemple, ceux qui ont voulu changer la Constitution... Dans l'opinion, quand on parle du régime, ça renvoie aux méthodes et agissements d'un pouvoir. La Constitution parle... Quand la Constitution parle du régime, la Constitution insiste sur la forme républicaine de l'État, sur le régime politique, sur comment le pouvoir est fractionné, sur la délimitation des compétences. C'est ce que la Constitution considère. Et donc, si l'opinion considère comme Félix Séké le considère, ça c'est lui. On peut être du pouvoir et vouloir renverser le régime constitutionnel. Alors, parlant de l'article 64, nos amis qui sont dans l'Est, ils sont concernés par quel alinéa? Non, ils prétextent s'appuyer sur l'article 64. Ça, c'est un prétexte. On va lire l'article 63. Comment ça? Et je pense, c'est un prétexte. Je suis désolé. Ils peuvent avoir leur frustration. C'est un prétexte et je vais tenter de vous le démontrer. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est la parole d'évangile, mais c'est ce que moi je comprends. Article 63. Tout Congolais a le devoir a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Vous comprenez? Mais là, c'est lorsqu'on parle d'un régime constitutionnel. Ou lorsqu'on est en présence d'un régime constitutionnel. Non, ici, on parle de l'agression. On parle de l'intégrité territoriale. Défendre l'intégrité territoriale, c'est un droit, surtout un devoir sacré. Contre toute menace ou une agression extérieure. Nos amis, nos frères, mon oncle, comment il s'appelle? Nanga. Nanga Corneille, désolé, a trouvé le M23 qui existait. Voyez-vous? Lui, il est venu se greffer à leur démarche. Mais quelle était leur première motivation? Parce que vous venez vous associer à d'autres personnes. Avez-vous une idée sur l'intentionnalité première? Eux sont dans l'idée de favoriser l'agression et de mettre en mal l'intégrité territoriale. C'est une association de malfaiteurs. Le fait seulement que vous vous associez aux gens qui touchent à l'intégrité territoriale et qui sont au service de l'étranger, vous êtes frappé par l'article 63 de la Constitution. Ce qui est vrai. Si vous allez dans l'histoire, vous faites la chronologie des faits, vous allez vous rendre compte que l'article 64 s'applique aussi à Nanga. Vous savez pourquoi? La Constitution dit prendre le pouvoir par la force. Ça, c'est ce qui concerne Nanga. Comment sommes-nous arrivés à voir Félix Tshisekedi? Parce que Nanga est intervenu.
Nanga fait partie de cette bande organisée qui a permis à Félix Tshisekedi d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire qu'il a violé la Constitution. Et surtout que c'était un agent public de l'État. Il a été commis justement pour organiser les élections. Et c'est lui qui a fait de Félix Tshisekedi président. Et ce qui est grave, lui-même a avoué le fait de l'avoir fait. Ce qui veut dire qu'il a permis à quelqu'un d'avoir le pouvoir en violation de la Constitution. C'est-à-dire que si nous voulons appliquer la Constitution dans son sens le plus régalien du terme, on doit prendre Kabila, Nanga, Félix Tshisekedi et tout le membre du FCC cache. Parce qu'avoir le pouvoir par la force ne parle pas seulement du président. Les gouverneurs mal élus, les sénateurs mal élus, parce que le pouvoir est factionné en 4. Tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont participé dans cette forfaiture sont considérés comme des gens qui ont violé la Constitution en cherchant à avoir le pouvoir par la force. C'est après qu'il y a eu une mutation, il y a eu des conflits pour avoir Félix Tshisekedi seul, d'après ce qu'on nous présente. Mais ce qui est vrai, l'origine du problème, c'est le fait d'avoir détourné la volonté du peuple. Et donc, si nous voulons appliquer la Constitution dans son strict respect, on doit s'attaquer contre Nanga, contre Kabila, contre Félix Tshisekedi. Et j'avais oublié, contre Kankienza aussi. Kankienza, qui a fait Denis Lessi et Mukuna. Qui ont fait de Nanga président de la CENI en violation des dispositions pertinentes de l'article 64. D'après certaines indiscrétions, ils n'ont jamais porté leur choix sur Kone Nanga. Kone Nanga était imposé par l'autorité de l'époque, faute de consensus entre l'église des réveils. Non, attention. La loi dit, ou la loi disait, que le président de la CENI proviendrait de la société civile. Et dans cette société civile, on a choisi les confessions religieuses. Voyez-vous, on n'a pas dit aux églises des réveils, à l'église catholique et ainsi de suite. La loi fixe juste les grands principes. Il devait provenir de la composante société civile, confession religieuse. Il y en avait 8. Dans leur entendement, au niveau interne, le fait seulement que Malou Malou était de l'église catholique, il y a eu Ngoïmou Lunda qui s'est présenté comme protestant. Il fallait maintenant avoir soit Armée du Salut, soit église Kimbangiste et ainsi de suite. Et eux se sont organisés pour avoir la fonction, le poste. Ils ont falsifié certaines informations. C'est que je vous dis, ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Hein. C'est Denis Lessi qui a mis en lumière cette question. Ils ont eu à falsifier certaines informations pour soutenir sa candidature. Il n'y a pas eu une décision de Kabila. Parce que la loi n'avait pas conféré à Kabila le droit de décider sur la CENI. Ils doivent s'assumer. Ils ont donné un mauvais produit à la République. Et le fait d'avoir falsifié les informations... D'ailleurs, comment il s'appelle Jean-Oscar, comment il s'appelle il y a un autre pasteur qui avait refusé. Il a refusé catégoriquement. Ce sont eux-mêmes qui ont donné des témoignages. Ce qui est grave. Ils ont récidivé avec Kadima qui est là. Ils ont fait la même chose. Monsieur Kadima a été présenté comme membre de l'armée du salut en remplacement de... Malonda. Non, en remplacement de... Comment il s'appelle? Le recteur de l'université armée du salut. Bimwala, qui devait être candidat. Il a remplacé, il a échoué face à Malonda. Ils ont eu à annuler, à bloquer le processus. Et après, ils ont eu à formater des histoires. Et justement, pour remplacer Soni Kafuta par Dodo Kamba, c'est Dodo Kamba qui a été utilisé comme un mercenaire, kamikaze, pour justement soutenir le fameux monsieur qui est aujourd'hui de la CENI. C'est-à-dire que vous comprenez que ce sont ces gens-là qui ont eu à formater tout ce que nous avons comme blocage. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? Il y a 7 500 000 déplacés de guerre. Il y a plus de 10 000 Congolais qui font froid au dos. Plus de 10 000 Congolais qui ont été fauchés, seulement à Goma.
N'oubliez pas que depuis que la guerre a commencé, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des difficultés de présenter des statistiques. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui devaient être disgraciés parce que ce sont eux qui ont fait dérailler le pays. Alors donc, si nous voulons appliquer l'article 104, c'est contre tous ces gens-là. Allez, merci beaucoup. Nous allons évoluer. Et Félix Tshisekedi y compris. Il y a un débat qui est loin de toucher à son épilogue, le débat sur le fédéralisme. Je crois que certainement vous avez à suivre ça, et c'est Olivier Kamitatou qui était le premier à lancer ce grand débat qui fait polémique au sein de l'opinion. En même temps, ça suscite une certaine levée des boucliers. En une minute, qu'en pensez-vous? Changer la constitution pour un Congo fédéral, est-ce la solution miracle? Bon, vous voulez que je sois direct ou bien je dois être un peu diplomate? De façon directe. Ah, direct. Il est utilisé comme... comment je peux appeler ça? Bon, c'est mon vieux, je comprends. Ce qui est vrai, c'est un débat séculier. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être les jeunes sont surpris d'apprendre le fédéralisme et tout ça. Moi, quand j'entrais en politique, c'était ça les débats. Voyez-vous? Et avant moi, il y avait encore ces débats. Lumumba, Kasavubu, Tchombe, Ileo, tout ça, Molopo et Kalonji, tous ont eu ces débats-là. Aucun politicien dans ces pays peut considérer que c'est un nouveau débat. À la conférence nationale souveraine, les fédéralistes n'ont pas pu obtenir ce qu'ils demandaient. À Sun City, ils n'ont pas réussi à convaincre tout le monde. Rien ne vous rassure qu'aujourd'hui, ils vont le faire. Mais je pose quand même la question à mon aîné Olivier Kamitatou. Vous avez été président national du parti ARC. Est-ce que ARC prônait le fédéralisme? Aujourd'hui, il apparaît comme une lance-voix. C'est-à-dire qu'il est en train de véhiculer une idée qui n'est pas la sienne. Essayez de faire une analyse croisée sur ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Que prône Nanga? Le fédéralisme. Vous savez pourquoi? Le fédéralisme induit inéluctablement par le changement de la Constitution. Que veut Félix Tshisekedi? Le changement de la Constitution. Olivier Kamitatou s'y est opposé au changement, de l'idée du changement de la Constitution. Mais qu'est-ce que lui propose? Que l'on change la Constitution pour imposer le fédéralisme. C'est ce que Nanga veut. C'est ce que le Rwanda veut. Parce que ce que vous appelez et quel est le danger si on optait pour le fédéralisme dans le contexte actuel? L'approche sociologique de l'État. Il faudrait avoir une population mature, il faudrait avoir une administration aguerrie à même de juguler toutes les crises qui peuvent en résulter. Nous avons une administration fragile et fragilisée. Nous avons un peuple qui continue à rester dans l'approche de royaumes et des empires. Si nous optons pour le fédéralisme sans répondre à ces préalables, sachez-le très bien, ça sera l'éclatement du pays. Et c'est ça, en fait, l'idée des sécessionnistes. Ils veulent commencer par le fédéralisme et après, ils vont déclarer l'autonomie de leurs espaces. Occupés, conquis. Qu'est-ce qu'on nous présente? On doit regrouper les provinces. C'est dans la Constitution. Ceux qui lisent la Constitution savent qu'il y a un article qui permet le regroupement de provinces. Deuxièmement, s'il s'agit des ressources telles que nous sommes là, il y a 40% des ressources prévues pour les provinces, il y a 10% pour la caisse de péréquation, 50% pour le gouvernement central. Qui va amener le fédéralisme? Le fédéralisme ne veut pas dire que les provinces auront tout en termes de ressources. Non, il y aura nécessairement transfert de finances au niveau du gouvernement central pour organiser l'armée et ainsi de suite. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas comprendre qu'à Sun City, nous avons eu ces débats entre nous, les unitaristes et les fédéralistes. Et nous sommes résolus de trouver les justes milieux. Voilà pourquoi nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel
dont le maître mot reste la décentralisation. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, si on appliquait la Constitution, les provinces vont bien fonctionner. Je vous donne juste un cas. Mais on a essayé ça. Est-ce que finalement, ça n'a pas montré ses On n'a jamais appliqué la décentralisation. Je peux défier quiconque. Et ce qu'on vit, c'est quoi? C'est ça mon troisième livre, en fait. Mon deuxième projet. En une minute, parce qu'il y a beaucoup de choses on n'a jamais appliqué la décentralisation. On n'a jamais transféré la totalité du pouvoir constitutionnel de province. On ne l'a jamais fait. On n'a jamais impliqué les entités territoriales décentralisées en vue de jouer le rôle de pivot du développement. On ne l'a jamais fait. Je vous donne juste les cas. 40%, 25% au niveau de province, 15% au niveau des entités territoriales décentralisées. Qui a déjà vécu ça? Personne. Le commissaire, le conseiller communaux qui ont été élus, bon, qui seraient élus ou nommés, tous n'exercent pas. Il n'y a pas de conseil. Le conseil communal n'existe pas. Le conseil urbain n'existe pas. La caisse de péréquation n'a pas d'argent. On n'a pas reconnu l'autonomie de gestion aux provinces. Le ministre de l'Intérieur s'immixe sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive des provinces. Le président de la République fait des choix comme il veut, le gouverneur. Si nous avons appliqué la décentralisation, on allait avoir pratiquement le même résultat. Donc le problème que nous avons, c'est le respect et l'application de l'actuelle Constitution. Non, mais effectivement, parce que si vous prenez dans le cas de la décentralisation, les provinces ont une certaine autonomie. Voyez ce qu'on nous présente avec Lualaba. Non, à Lualaba, c'est bon, tout va bien. Non, c'est faux. On investit plus dans la communication que dans les réalisations. Il y a des gens qui souffrent à Lualaba. Il y a précarité à Lualaba. C'est partout. Même aux États-Unis. Non, mais attention, Lualaba a plus d'argent que toutes les autres provinces. Qui battent pied et main pour nouer le début du monde. Non, mais Lualaba a plus de ressources que toutes les autres provinces. Mais ce qu'on nous présente ici, c'est comme si tout va bien. Un détourneur peut le faire dans un cadre unitariste comme dans un cadre fédéraliste. Ne pensez pas que les détourneurs, dans un cadre unitariste, vont se convertir en saints parce que nous sommes dans le fédéralisme. Non. Nous devons doter à notre République une bonne administration et nous devons imposer le respect strict de loi. La Constitution n'a jamais parlé de la rétrocession. Non, retenue à la source. Ah bon? Ce sont les provinces qui produisent et ce sont les provinces qui doivent transférer la quantité prévue. Le 60%. 10-50. Ce n'est pas ce qui est appliqué. Et ne pensez pas que si nous sommes un État fédéral, on sera plus bien géré. Donc même après avoir gagné cette guerre, le débat sur le fédéralisme n'a pas lieu d'être lancé. Non, mais si on le fait maintenant, là, on donne l'impression à l'opinion d'être derrière Nanga. Parce que je ne vois pas l'opportunité maintenant, là. Soyons sérieux, cher ami. Vous voulez parler du fédéralisme alors qu'une bonne partie le pays est amputé d'une bonne partie de son territoire. Maintenant, là, on va changer la constitution maintenant, là. Allez. Par quel mécanisme? Parce que pour qu'il y ait changement de la constitution, il faut qu'il y ait référendum. Félix Tshisekedi a tenté. Nous sommes déployés. On s'est battu pour empêcher à ce que ces messieurs arrivent à atteindre son entreprise. Et voilà aujourd'hui, ceux qui sont présentés comme des opposants, ils viennent donner de l'eau à son moulin. Parce que si ensemble accepter le fédéralisme, naturellement, il faut qu'on change la Constitution. Si on doit changer la Constitution, on va le faire avec une majorité. La proposition viendrait d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ça, ce sont des officines, ce sont des étrangers qui alimentent ces débats. Je suis désolé. Si l'on veut aujourd'hui, dans le contexte actuel, lancer les débats sur le fédéralisme, on donne de la matière à Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui prétend avoir la majorité. C'est lui qui va organiser les référendums. Vous n'allez pas demander à Félix Tshisekedi d'appliquer le fédéralisme sans que lui ajoute un autre article. Parce que lui veut se maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, si on veut aller dans ce sens, on change de constitution. Félix Tshisekedi n'aura plus la limitation des mandats. Allez, il nous reste 10 minutes. Nous allons le prendre à profit. Allez,
l'actualité avant de prendre le tout dernier sujet pour lequel on vous a d'ailleurs fait venir au regard de votre pertinence en tant qu'économiste qualifié. Qu'est-ce que l'on veut à la famille biologique et même politique de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, en l'espace de quelques heures après l'initiative de l'honorable Eliezer Ntambwe, qui a initié une proposition de loi pour retirer certains avantages aux anciens chefs de l'État. Il estime que les statuts des anciens chefs de l'État y accordent beaucoup d'avantages aux anciens chefs d'État. Après, c'est la perquisition de la résidence de Maman Olive sur 18e rue. Mhm. Qu'en savez-vous? Est-ce que la procédure était-elle respectée? La grande question, qu'est-ce que l'on veut à la famille Kabila? Bon, je ne sais pas comment faire la corrélation entre la démarche de mon frère Eliezer et ce qui s'est passé. Mais ce qui est vrai, je me pose la question. Lui, en tant que député, a-t-il eu le soin de bien lire la fameuse loi portant statut des anciens présidents et des chefs de corps? Là, on a fixé le principe. Tout ce qui est comme avantage, on a renvoyé, l'essentiel des avantages sont renvoyés dans le décret du Premier ministre. L'essentiel des avantages. L'essentiel. Là, on énumère ce qu'il a comme droit. Sur le plan pénal, quel est son juge? Quelle est la procédure? On va changer ça? Vous prenez sur le plan financier et économique, comment procède-t-il? C'est-à-dire, il a droit à certains gardes du corps dont le nombre est fixé, doit être fixé par le décret. Il a droit au voyage business class, lui, sa femme et ses dépendants. Je pense que là, il n'y a pas assez de problèmes, je suppose. Il n'y a pas assez de problèmes. Il a droit au garde du corps, c'est fixé par le décret. Il a droit aux émoluments fixés par le décret. Alors, dites-moi un peu. Et le problème se pose à quel niveau? Non, mais voilà pourquoi je voudrais comprendre, en fait. Peut-être les chefs de corps, certains chefs de corps, on peut comprendre. Mais un président de la République, quelqu'un qui a assumé de fonctions dans l'État, mais dans tous les pays, il est protégé. Dans tous les pays, il est protégé. Voyez-vous? Dans tous les États, il est protégé. Peut-être que le nombre de voyages, le nombre d'enfants, ça pose problème. Mais si vous prenez, vous donnez un billet d'avion par an à un ancien président pour aller faire le tour, vous dites qu'il ne mérite pas. Quid alors des députés? Mais alors, les députés, kataka mbongo na Assemblée nationale, après mandat, Roswango régulièrement pour assurer une retraite paisible. Non, mais il ne sait même pas mentir. Peut-il nous dire dans quelle rubrique on lui avait coupé l'argent de véhicule? De la mandature passée, la législature passée. On lui avait donné une Jeep, machine à Jeep de 57 000 $. C'est ça le prix de la Jeep Palisade? 57? 57. A-t-il remboursé l'argent? Peut-il nous donner le mécanisme? Ah, don, c'est ce qu'on appelle corruption en bon français. Mais lui, qu'est-ce que lui avait dit? Voyez-vous? Ce qui est vrai, nous sommes décidés, nous, le politicien, nous sommes décidés d'accompagner la personne qui a assumé la fonction du président de la République. À la primature, c'est la même chose. Attention, si vous allez dans ce sens-là, on va vous démontrer qu'il y aurait un ancien Premier ministre dont le fils aurait assumé des fonctions après sa mort, aurait donné à sa maman qui est veuve l'argent dans le compte de l'ancien Premier ministre, alors que Moulumbalou Kogé est là. On n'a jamais pris en charge sa famille. On ne l'a jamais enterré. Il y a eu d'autres Premiers ministres qui sont morts après. On ne les a jamais enterrés avec l'argent de la République. Alors, si on doit aller dans ce sens, interrogeons l'histoire. Il y a peu, on a enterré un Premier ministre ici avec pompe. Un ancien Premier ministre qui n'a pas fait plus de 6 mois
de fonction, ici, au Stade des Martyrs. Vous avez une idée sur le budget? Alors voilà. Rien. Si on peut enterrer un ancien Premier ministre, le fait de l'avoir été, on peut aussi enterrer un ancien président. Alors vous dites... Dans cette logique, il faudrait plutôt revoir le décret. Le décret. Ou sinon, annuler carrément la loi. N'amenez pas des amendements. Alors, vous dites vous ne savez pas trouver des corrélations entre les attaques improductives contre le clan Kabila et l'initiative de l'honorable Eliezer Tambwe. Alors, la question, que viserait alors cette proposition? Le clan Kabila doit être attaqué. Je suis d'accord que le camp Kabila soit attaqué. Attaquer, dire que attention, Kabila n'est pas de nationalité congolaise. C'est ça le débat. Attention, le camp Kabila doit être attaqué. Pas par la police ni par l'armée, mais par la justice. Mais c'est que je ne tolérerai jamais qu'on s'attaque aux familles de politiciens. Ça, c'est une mauvaise pratique. Vous savez, on va y arriver. L'avantage avec Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi, sa femme n'est pas congolaise. C'est ça son avantage. À la fin de son mandat, elle va prendre tout ce qu'elle a, elle va rentrer en Belgique. Voyez-vous? Mais même en Belgique, on peut la poursuivre aussi. Hein? N'oubliez pas que nous avons fait des émissions avec vous ici. Et vous savez comment ces gens-là se sont comportés. Mais je tiens à vous certifier, elle est agent public de l'État. Non, ne revenez pas sur juste un rappel. Aucun document officiel attestant qu'elle est... Quel est le document officiel qui atteste qu'il y a des chefs coutumiers? Les chefs coutumiers sont désignés par la coutume, mais ce sont des agents de l'État. Attention. Alors, ma question c'était, que viserait alors cette proposition de loi de Eliezer Tambwe? Non, ils doivent abroger la loi portant statut des anciens présidents et des chefs de corps. Mais dans la pratique, on doit prendre un décret pour accorder certains avantages à la personne du président qui a eu à assumer de fonctions et qui est certainement entré en conflit avec d'autres personnes du fait d'avoir assumé cette fonction-là. Il doit être protégé. Il ne sera pas les seuls. Parce qu'à la fin du mandat de Félix Tshisekedi, on doit les protéger. Mais il va plus loin. Mais pas contre la loi. Il va plus loin en insistant sur les implications ou la responsabilité de l'ancien chef de l'État dans ce que nous vivons actuellement. Et la loi le protège. Non, c'est faux. Pour il ne comprend pas. Peut-être enclencher des poursuites judiciaires contre l'ancien chef de l'État, il faut avoir la majorité de 3 quarts de 2 chambres réunies en congrès. Non, mais ils ont la majorité, oui ou non? N'est-ce pas qu'ils ont la majorité? Vous savez, on nous dit que Kabila toucherait 644 000 $. 680 000 $ le mois, d'après ce qu'on nous dit. Mathieu, comme 600... non, c'est ce qu'ils disent. La base, c'est quoi? 30% des émoluments prévus pour la personne du président de la République. Moi, président de la République, je vais réduire les avantages à Kabila. J'ai réduit mon salaire, mes émoluments. Parce que si moi, j'ai 10 000 $ le mois, voyez-vous, Kabila aura 3 000 $. Au lieu de chercher seulement à réduire pour Kabila, réduisez d'abord le montant, la valeur de ce que nous coûte Félix Tshisekedi. Il nous coûte excessivement cher. Non, il dit qu'il n'aime même pas connaître son salaire. Non, moi je parle des émoluments. Après ce que le ministère du Budget a publié, ça relevait à peu près à 10 000 $ comme 17 000. 17 000 $. Je connais les raisons. Ne vous en faites pas. Je suis parmi ceux qui les ont poussés à faire ça. Quelles sont les raisons? Je connais assez bien les raisons. Je vous protège. Je connais assez bien les raisons. Mais ce qui est vrai. 17 000 $, c'est pas... Non, ça c'est pharaonique. Ça c'est ce qu'ils disent. Pour un chef de l'État. Ça c'est ce grand pays comme le Congo. Non, ça c'est ce qu'ils disent. Nous parlons des émoluments. Nous ne parlons pas du salaire. Le salaire, on peut fixer à 17 000, mais vous touchez 2 millions. C'est probable. Voyez-vous? Parce que chez nous, les primes se fixent selon le saut d'humeur des gens. Félix Tshisekedi nous coûte excessivement cher. Il n'y a pas que lui. Il y a les membres de son cabinet. Vous savez, comment on l'appelle, le chef du bureau du conjoint
le président ou chef de l'État, comme vous aimez l'appeler, il la rend de ministre full. Il a les mêmes avantages qu'un ministre full. Voyez-vous? Vous savez, le DIRCAB a rang de vice-premier ministre. Le DIRCABA, ministre d'État. Le conseiller principal, DIRCABA et conseillers spéciaux, ministre d'État. Vous prenez le conseiller principal, on rend des ministres comme le chef de bureau là. Et vous prenez ceux qui viennent après, les ministres délégués. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'organisation de la présidence est, en termes de financement. Mais allez voir le nombre. En 2023, d'après ODEP, 1148 agents à la présidence de la République. Et c'est une première? Non, mes chers amis, Kabila n'a jamais dépassé 500. Jamais. C'est-à-dire que si vous voulez faire des économies, réduisez le nombre de ces conseillers inutiles. Parce que si on réduit le nombre, on va effectivement dégager des gaps qu'on va utiliser justement pour soutenir les autres économies. C'est que moi, je ne tolère pas. C'est cette hypocrisie-là. C'est-à-dire qu'on veut faire jouer la loi ou faire jouer sur la capacité d'apporter de loi juste pour faire une fixation sur un individu. En oubliant que demain, Félix Tshisekedi sera un ancien président. Alors, on va chuter avec vous. Ça ne sera pas intéressant. On a pris tout le temps et venons-en au sujet. La précaution de la résidence de 18e rue, vous n'avez pas commenté. Non, j'ai commenté à ma manière. Je condamne l'acharnement contre la femme ou les femmes et les enfants de politiciens. Que ce soit Kabila, que ce soit nous autres. Vous savez, moi, mes enfants ont été menacés à l'école. Hein. J'en ai parlé, mais bon, il n'y a pas eu solidarité. Moi, je condamne. Nos enfants, nos femmes ne font pas la politique. Vous ne me verrez jamais ici venir m'acharner contre Maman Denise. Même si j'ai des choses à dire, je ne le fais pas. Par respect de ces principes. Nos femmes ne sont pas de politiciennes. Faisons ce que nous pouvons faire. Kabila, il faut l'attaquer. Chadar et tous ces gens-là, il faut les attaquer, ils sont politiques. Mais laissez nos femmes tranquilles. Allez, quelles sont les implications socio-économiques de la guerre dans l'Est du pays? On a pris tout le temps pour parler des sujets d'actualité. J'espère qu'avec vous, on vous donne 3 minutes pour finir sur ce sujet. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup d'incidences. Et je pense que ça doit vraiment nous interpeller. Ce que je trouve de positif, et je crois que plusieurs théoriciens ont soutenu la même thèse, la guerre permet aux nations de se forger, voyez-vous, mentalement. C'est grâce à la guerre qu'il y a aujourd'hui la paix dans le monde. On doit chercher à capitaliser ça. Mais je constate que nous sommes tous en train d'être manipulés par ceux qui viennent. Savez-vous que ceux qui viennent sont en train de piller. Ils pillent les véhicules, les meubles appartenant aux particuliers et même à l'État. Il y a des gens qui ont perdu leurs véhicules. Il y a d'autres qui ont perdu leurs usines. On a démonté les équipements de production. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur argent et même ceux qui ont perdu le matière ou le matière première qu'ils devaient commercialiser. Je vous donne 2 cas. Il y a une requête de la ministre en charge de Mines adressée au secrétaire exécutif de CIRGL. Dans cette démarche, dans cette requête, il y a NBB et frères, il y a Congo Ressources Mining Sarl, il y a CDMC, il y a Kivu Mineral Ressources, il y a Kassima SA, et je crois qu'il y a d'autres entreprises qui sont impliquées. Nous avons des éléments qui attestent qu'il y a de l'acharnement contre certains opérateurs économiques. Nous avons essayé de voir pourquoi. Nous nous sommes rendus compte que l'essentiel de ces entreprises font concurrence aux entreprises rwandaises pour le même produit. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont malins.
Et je suis sûr et certain, ce dossier peut même échapper à Nanga. Parce que lui, il est plus préoccupé à autre chose. Il y a des Rwandais qui, profitant de leur présence chez nous, ils sont en train de détruire nos unités de production. Ils ont ravi pratiquement ou pillé les matières qui étaient en stock. Et on parle de cassitérite, 174 467,1 kg. Il y a coltan, 7445,4 kg. Il y a wolframite, je ne savais même pas que ça existait. Il y a 4748,1 kg. Et si vous faites des calculs par rapport au prix, cassitérite aujourd'hui, le prix vacille entre 7 à 13 dollars. Vous prenez coltan, c'est 49 dollars le kilo. Vous prenez wolframite, c'est 25 à 30 dollars le kilo. Ils ont pillé. C'est que nous voulons faire passer comme message. Dès lors que les Congolais ne comprendront pas qu'après la guerre, nous serons appelés à relancer l'économie. Ce qui est surprenant, nous sentons de l'acharnement dans leur démarche. C'est-à-dire qu'ils visent, si vous ne voulez pas payer, donner l'argent pour que votre entreprise soit protégée, ils pillent. Si vous avez des liens ou vous avez des relations avec ceux qui sont au pouvoir ici, ils détruisent, ils emportent même les équipements de production. Ils ont pris et la marchandise et l'équipement de production. Demain, il y aura certainement la paix. Voilà pourquoi je vous disais, sans justice, il n'y aura jamais de paix. Ils prennent ces équipements-là, ils amènent chez eux. Ils ont délocalisé certaines entreprises. Arrivés au Rwanda, ils vont installer. Mais après, si la guerre prenait fin, on va avoir l'idée de produire. On va produire avec quoi? Parce qu'ils détruisent les équipements. J'ai constaté, à Walikale, ils ont trouvé une entreprise. Cette entreprise-là n'a pas été pillée. Vous savez pourquoi? Parce que ça appartient aux Américains. Okay. Ils ont trouvé certaines autres entreprises qui ont des représentations au Rwanda. Ces entreprises-là ne sont pas pillées. Mais les entreprises qui n'ont pas de représentation au Rwanda, l'essentiel ont été pillées. Ils ont même démonté les équipements. Voilà pourquoi je dis, la guerre n'a pas seulement un aspect militaire et politique. La guerre, c'est aussi économique. N'oubliez pas, j'avais démontré l'autre fois qu'il y a une balkanisation économique qui s'est faite. L'essentiel de ce qui est consommé dans la partie Est provient du Rwanda et ainsi de suite. Nous dépendons de ces gens-là. Ils ont trouvé que depuis qu'on avait fermé les frontières, l'essentiel des entreprises vivant dans cette partie avaient pratiquement le monopole du marché. Alors, si on laissait ces entreprises et qu'on ouvrait les frontières, ils feront concurrence aux autres entreprises rwandaises. Ils veulent maintenant détruire à partir de l'intérieur pour que, même s'il y aura paix demain, que nous n'ayons pas la capacité de produire. Voilà pourquoi je tiens à interpeller d'abord Nanga. Moi, je ne crois pas en lui, mais je pense qu'il a quand même quelque chose de congolais en lui. Voyez-vous? Je l'interpelle pour lui dire, monsieur, apparemment, vous n'avez la maîtrise de rien. Parce que si aujourd'hui, la CIRGL vous interpelle, vous n'allez pas démontrer. Mais nous constatons qu'il y a de l'acharnement, il y a des gens qui sont victimes. Je vois NBB, ils ont pillé les ressources. Congo, CDMC, Kivu Mineral, toutes les entreprises que j'ai citées sont victimes de cette pratique. Et moi, je pense que nous devons tous condamner et demander à la population de fournir assez d'efforts pour protéger les unités de production. Parce que, tel que nous sommes là, ces entreprises-là ont l'obligation de continuer d'envoyer en congé technique leur personnel. Ils devaient payer les salaires, ils devaient en même temps payer l'impôt. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, comme nous sortons de la période fiscale, c'était au mois de mars, ils devaient payer les impôts. D'autres ont eu à payer anticipativement. Ces entreprises-là sont en train de disparaître. Après, il n'y aura plus rien. Allez, merci beaucoup Alain Bolodjoa d'être venu. C'est Alain Bolodjoa. Bolodjoa. Voilà. Allez, nous vous retrouvons avec le même plaisir pour un autre numéro sur votre chaîne. C'est que le pays perd en termes de ressources énormes où il faut penser à l'avenir et vite rectifier les tirs et gagner cette guerre. Merci.